La Russie réagit froidement à la lettre américaine dans laquelle Washington refuse de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine. Les deux camps indiquent qu'ils veulent continuer le dialogue. En France, une primaire organisée par des militants cherche à dégager un candidat unique pour unifier la gauche en vue de la présidentielle, mais plusieurs candidats ne reconnaissent pas le scrutin. À l'occasion de la journée internationale dédiée aux victimes de la Shoah, les institutions de l'Union européenne saluent leur mémoire. Renault, Nissan, Mitsubishi misent sur l'électrique pour consolider leur alliance. Le groupe présente un ambitieux plan de développement de 23 milliards d'euros. Une nouvelle vague de froid s'installe entre la Russie et les États-Unis. Au lendemain de la remise d'une lettre par l'ambassadeur américain au sujet de l'Ukraine, le chef de la diplomatie russe estime que les Américains ne répondent pas à leur principale exigence de ne pas inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Concernant le contenu de la lettre, il y a une réponse qui permet d'espérer le début d'une conversation sérieuse sur les questions secondaires. Mais dans ce document, il n'y a pas de réponse positive à la question principale. Suite à la rencontre entre les négociateurs allemands, français, russes et ukrainiens, Berlin a enfin brandi une menace attendue, celle d'imposer des sanctions sur le projet du gazoduc Nord Stream 2. Ce dernier doit acheminer du gaz russe en Allemagne et en Europe via la mer Baltique. Tout en saluant les efforts des Occidentaux pour tenter de mettre fin à la crise, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a rappelé que c'était à la Russie de faire des concessions et que son pays ne flancherait pas. Si quelqu'un décide de conclure des accords sur l'Ukraine dans le dos de l'Ukraine, nous ne les accepterons pas. Ils seront rejetés. C'est une question de principe. Nous ne permettrons à personne, même à nos amis, de nous imposer une quelconque concession. Pendant ce temps, des images satellites montrent des chars et des véhicules militaires rassemblés dans une zone d'entraînement à Pogonovo, en Russie, à quelques heures de route de la frontière ukrainienne. D'après Washington, environ 100 000 soldats russes se tiennent près de la frontière et les exercices militaires se poursuivent. Loin des tractations diplomatiques, Kiev ne montre aucun signe visible de tension. Mais impossible pour les Ukrainiens d'exclure la possibilité d'une guerre. La menace est réelle, reconnaissent les autorités. Alors entre fatalisme et peur, la population se prépare. C'est effrayant, ce sont les parents surtout qui ont peur. Ils ne savent pas quelle sera la situation. Le taux de change du dollar augmente, les prix augmentent. Les personnes âgées ont commencé à paniquer. Et mes amis et moi pensons aller en Europe pendant un certain temps et attendre là-bas. Cela concerne tous les Ukrainiens. Certaines personnes ont commencé à collecter de la nourriture, d'autres nettoient leurs armes et se préparent à une attaque. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet dans les médias. Tout le monde connaît cette menace. La majorité des Ukrainiens sont prêts à ce qui pourrait arriver. Ce ne serait pas un conflit, ce serait une vraie guerre. Et je pense que les Ukrainiens sont prêts pour cela. Selon les États-Unis, tout indique que Vladimir Poutine va faire usage de la force militaire contre l'Ukraine d'ici la mi-février. Les autorités russes nient cette intention et accusent l'Ukraine de masser des troupes dans l'est du pays. Bonjour à tous, bienvenue dans le Cube pour parler de la prochaine élection présidentielle française et plus spécifiquement de la primaire populaire dont le vote a débuté ce matin. Alors qu'est-ce que la primaire populaire ? Eh bien c'est une initiative citoyenne, un vote sur Internet qui vise à désigner un candidat unique à gauche en vue du prochain scrutin présidentiel d'avril prochain avec un seul objectif pour les militants de gauche qui organisent ce scrutin, faire gagner l'écologie, la justice sociale et une vraie démocratie en 2022. La gauche qui, rappelons-le, avance en ordre dispersé dans cette campagne présidentielle et qui semble peser bien peu jusqu'à présent face aux principaux candidats de la droite. Alors qui sont les candidats désignés de cette primaire populaire ? On va les voir à l'écran. Ils sont 7, mais plusieurs d'entre eux ont pris leur distance avec cette initiative citoyenne. Ils ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat de cette consultation. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui a évoqué une farce. Anne Hidalgo, la maire de Paris et porte-flambeau du Parti socialiste, qui a
a qualifié l'initiative de sympathique tout en refusant d'y prendre part, tout comme Yannick Jadot, le candidat des Verts, qui a également pris ses distances. Parmi les gros candidats, finalement, seul Christiane Taubira, l'ex-ministre de la Justice de François Hollande, a accepté les règles du jeu de cette primaire, tout comme les 3 autres candidats qui ont certes moins de poids politique. C'est le cas de Pierre Larouturou, député européen, et puis 2 candidates issues de la société civile et inconnues du grand public, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie. Alors, comment se déroule le vote de cette primaire populaire et qui peut voter? Eh bien, les Français de plus de 16 ans peuvent voter sur Internet depuis ce matin et jusqu'à dimanche 17h, à condition qu'ils se soient inscrits au préalable au scrutin. Ceux qui ne sont pas inscrits et qui veulent voter aujourd'hui ou demain à cette primaire, eh bien, c'est trop tard, c'était jusqu'à dimanche dernier. L'occasion de donner un chiffre, celui du nombre d'inscrits. 470 000 personnes se sont inscrites à cette primaire populaire. Une fois sur la plateforme de vote, que faut-il faire? Eh bien, les votants doivent attribuer une mention aux candidats en fonction de leur capacité à faire, je cite, gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle. Ils ont le choix entre plusieurs mentions. Mention très bien, bien, assez bien, passable. Enfin, c'est un scrutin à un seul tour au jugement majoritaire. Le nom du vainqueur sera connu dimanche en fin d'après-midi. Ils étaient plusieurs milliers sous le soleil marseillais. Profs, dockers, retraités, tous rassemblés pour demander plus de moyens pour compenser la hausse des prix de l'énergie. Les syndicats se sont également mobilisés place de la République à Paris et dans 170 lieux en France. On réclame qu'il y ait un salaire net minimum de 1 800 €. Parce que ça nous semble être le minimum vraiment vital pour arriver à payer ses charges, à payer. On parle de tout le monde, parle d'augmentation des fluides, de l'électricité, de tout. Une manière de mettre en avant les problématiques de pouvoir d'achat, la première préoccupation des Français en vue de l'élection présidentielle d'avril, d'après un récent sondage Ella d'Opinion. Regardez, nous sommes tous là aujourd'hui aux côtés des actifs, de la jeunesse, des privés d'emploi. C'est un pied de nez à toutes ces divisions aujourd'hui. Les organisateurs de la mobilisation décideront vendredi matin de la suite du mouvement. 77 ans après la libération du camp d'Auschwitz, la communauté internationale ne veut pas oublier l'horreur de l'Holocauste. Le 27 janvier est la journée mondiale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Margot Friedlander est une survivante. Pour elle, il est nécessaire de rappeler ce qui lui est arrivé afin que l'histoire ne se répète pas. C'est très important. Il faut que tout le monde sache ce qu'il s'est passé, que cela peut se reproduire. C'est important pour l'humanité. C'est ce que je raconte. Peu importe qu'il s'agisse de sang catholique, de sang juif ou de sang musulman, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous le même sang. Nous sommes pareils. N'est-il pas important d'être humain et de reconnaître l'humanité? La centenaire allemande a été arrêtée et envoyée dans un camp de concentration en République tchèque. Pour Margot Friedlander, le respect de tous est le seul moyen de combattre l'antisémitisme et les discours de haine. Il faut être humain, respecter tout le monde, respecter les humains. Margot Friedlander a perdu sa mère et son frère déportés dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Devant le Parlement européen, elle a déploré le détournement de la mémoire de la Shoah par certains politiciens de tous bords. Elle lance donc un appel et demande à chacun d'être vigilant et de ne pas fermer les yeux, comme cela s'est déjà produit. La voiture électrique a de beaux jours devant elle. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi va investir 23 milliards d'euros dans cette technologie sur les 5 prochaines années pour lancer 35 nouveaux modèles électriques d'ici à 2030. Objectif, renforcer la compétitivité et la rentabilité des 3 entreprises, mutualiser et partager les investissements. Nous avons aligné les feuilles de route sur les technologies de batterie des véhicules électriques, ce qui a notamment conduit à la sélection d'un fournisseur commun de batteries pour Renault et Nissan en France, au Royaume-Uni et au Japon. Nous avons défini une vision commune sur l'architecture électrique et l'électronique.
Les 3 marques de l'Alliance entendent accélérer la mise en commun de leurs plateformes. Stratégie commune également sur les batteries. L'Alliance vise une production annuelle mondiale de 220 gigawatts d'ici 2030. Une mise en commun qui permettra de réduire le coût des batteries de 50% en 2026 et de 65% en 2028.